préférée. Et oui, elle s'appelle Bienvenue chez vous. Et aujourd'hui, on a plein de choses à vous dire. Comme d'habitude, ça va débattre, on va rigoler. Il va y avoir des vidéos marrantes. Il y a tout ce qu'il faut et on aura aussi un invité super. Il s'appelle Alpha Nouri. Et oui, qui est-il? Je vous le présente dans un instant. Mais avant, je vous demande d'accueillir comme il se doit nos chroniqueurs. Radim, comment vas-tu? Je vais bien, le caporal. Faut dire le caporal. Caporal Radim. Voilà. Ça va? Ça va, tranquille enfant. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler? Alors, aujourd'hui, nous allons parler du métier des femmes en entreprise. Parce qu'il paraît, selon certaines études, que les femmes travaillent mieux que les hommes en entreprise. Moi, je suis pas trop convaincu. Donc, on va essayer d'en parler. Et puis, voilà. Tu sais comment je suis en plus. Malgré les études qui ont été effectuées, tu n'es pas convaincu. Moi, je suis pas convaincu. Et puis, je vais essayer de démontrer le pourquoi du comment. Donc, je vous promets quelque chose de lourd. D'accord, très bien. Ben, j'ai hâte de t'écouter. Voilà. J'ai vraiment hâte. On va l'écouter, mesdames. Ensuite, on accueille Soussaba. Soussaba est avec nous. Alors, Soussaba, bienvenue. Hein. C'est une première pour toi. Oui, c'est la première fois que je suis sur le plateau. Ça fait plaisir de t'avoir. Moi aussi. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Du wax, c'est ça? Du wax, oui. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du wax et des nouvelles tendances liées au wax. Ah, ok. Donc, l'histoire du wax et les nouvelles tendances. Eh bien, un beau programme. Hein. En plus, je suis adaptée. Je suis, voilà, exactement, je suis dans le thème. I'm in. On accueille tout de suite Babader, notre coach en développement personnel, qui va nous raconter une belle histoire aujourd'hui. Une belle histoire, donc la positive attitude. On va partir du négatif pour passer au positif. Restez là. Restez là, oui, restez avec nous parce qu'on a un super invité. Oui, je vous l'ai dit en introduction, il s'appelle Alpha Nouri, on peut l'applaudir comme il se doit. Et oui, Alpha Nouri, fondateur de Jama Funding, première plateforme de crowd timing. J'ai bien dit crowd timing. C'est un concept innovant qui vient nous présenter. C'est lui le fondateur et c'est la première au monde, hein. C'est ça? Ouais. C'est la première. Encore une fois, on a eu des premiers. Les mêmes morales. Les mêmes morales sont bienvenus chez vous. Merci beaucoup. Alpha, c'est un honneur de t'avoir ici. Alors, donc voilà, tu as vu toute l'équipe, plein de chroniques, on va discuter, on va débattre. Même vous qui êtes à la maison, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller sur Facebook et à nous dire ce que vous souhaitez voir dans cette émission. Et bien sûr aussi à interagir avec nous, on répond à tous les messages, je promets. Alors, Alpha, donc tu as créé Jama Funding. Bon, y a-t-il une traduction en français déjà? Ce serait plus le financement de la communauté. Parce que Jama, ça vient du Swahili, qui veut dire famille, et en arabe, ça veut dire communauté. Dans pas mal de langues en Afrique, il y a un sens qui est forcément lié à la notion de groupe. D'accord, très bien. Alors, donc c'est un beau projet, c'est une première. Donc du crowd timing, tu vas nous expliquer exactement ce que c'est. Mais avant, comment l'idée t'est venue? Il y a du crowdfunding, il y a différents types de financement, mais toi, tu as décidé de créer le crowd timing. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui manquait dans les financements. Exactement. Alors, le cheminement, comment c'est-il fait? C'est tout simplement que dans ma vie professionnelle, j'ai été amené aussi à m'intéresser énormément à l'associatif. L'associatif est essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et je m'étais rendu compte que dans plusieurs des cas, on avait des soucis. Au-delà de l'argent dont les gens avaient besoin, ils avaient besoin aussi d'un accompagnement, d'une expertise, d'une formation. Non seulement pour les aider à mieux utiliser l'argent qui leur a été envoyé, mais aussi à mieux penser leur entreprise, leur association, leur projet, ainsi de suite. Et c'est là que nous nous sommes dit pourquoi pas essayer de connecter en plus des financements, mais aussi des experts qui sont prêts à faire du pro bono, que ce soit des avocats, que ce soit des experts comptables, ainsi de suite, qui puissent accompagner les entrepreneurs sur des business plans, sur des statuts, sur n'importe quel type de dossier qui leur coûterait énormément s'ils passaient par un schéma traditionnel, alors que là, ils peuvent l'avoir gratuitement. D'accord. Donc ça veut dire que en gros, la spécificité de ta plateforme, c'est que on peut tout simplement bénéficier d'aide, d'accompagnement juridique, comptable et ainsi de suite. C'est-à-dire de façon gratuite, en plus du financement. Donc, exactement. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que sur ta plateforme, j'ai un projet. Exactement. Je souhaite le faire financer. J'ai certes besoin d'argent, mais pas que. Exactement. Et donc, je peux à la fois avoir accès à de l'argent et à avoir accès aussi à des experts qui vont m'aider à peaufiner mon projet, à aller tout simplement à passer de l'idée. Exactement, au plan concret et études de marché, ainsi de suite. D'accord, très très bien. Ça fait combien de temps que tu existes, ça existe? Ça fait depuis 2015, donc là, ça va bientôt faire 4 ans.
La première année, on était sur une vingtaine de projets qu'on avait reçus sur la plateforme. La deuxième, on en était à 200. La troisième, on était à 800. Et là, je crois qu'on en est à 1600 à peu près. 1600 projets qui ont été Accompagnés, soutenus, financés ou en une année. Qui ont été réalisés sur les 4 Sur les 4 ans. Exactement. Bah, dis donc, la progression, elle est très importante. Donc, en gros, là, tu as la preuve que c'était quelque chose qui était attendu. C'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose... Parce que pas mal d'entreprises françaises ont essayé de se lancer sur du crowdfunding en Afrique, mais avec toutes les mêmes problématiques. C'était comment s'assurer l'utilisation des fonds, comment s'assurer qu'il y ait une pérennité des actions qui soient menées, ainsi de suite. Et très peu avaient l'idée de connecter des locaux qui ont une expertise, ou même des gens de la diaspora qui ont une expertise, avec des gens qui étaient sur place. Sachant que maintenant, on est tous connectés, que ce soit par les incubateurs qui sont sur place, qui ont accès à Internet et qui peuvent faciliter justement l'accès à Internet à ces entrepreneurs si jamais ils ne l'ont pas pour eux-mêmes, que ce soit par des formations sur place, par des organismes. On travaille avec la Banque mondiale, on travaille avec l'OIF, il y a plein d'organismes avaient déjà des petites initiatives de leur côté ou des grandes initiatives, et nous on essaie juste de plugger ça pour faciliter aussi bien les échanges que les réalisations. D'accord. Et les initiateurs des projets sont plutôt en Occident ou en Afrique? On va dire 80% sont en Afrique. D'accord. On a fait le choix d'aller sur le terrain et de travailler directement avec des incubateurs tels que Incubivoire, pour n'en citer qu'un, qui est en Côte d'Ivoire un des incubateurs de référence, qui a pas mal de problématiques par rapport à ces incubés, des difficultés pour le financement, des difficultés sur l'accompagnement sur le long terme, ainsi de suite. On s'est dit, pourquoi pas faire un business case avec eux, voir quels sont les besoins de chacun de ces incubés et voir comment on peut y répondre avec la place. D'accord. Alors moi vraiment, je souhaite insister dessus, c'est-à-dire que là, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent du continent africain. Il faut leur dire qu'il existe une plateforme grâce à laquelle ils vont pouvoir financer, faire aboutir leur projet. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que j'ai un projet, je vis, je sais pas, peut-être à Dakar, et je souhaite faire financer mon projet. Je fais quoi? Je vais sur le site internet? Comment ça se passe? Il suffit d'aller sur le site internet, il y a un formulaire à remplir, et une fois le formulaire rempli, les équipes, en moins de 72 heures, s'engagent à faire un retour sur le projet. C'est-à-dire à aussi bien donner des conseils si jamais il n'est pas encore prêt, que voir pour la suite, pour la campagne, ou même pour les incubateurs qui seraient dans le pays du projet, comment on peut les rediriger vers eux. Rien que pour le Mali, par exemple, on travaille en ce moment avec Diaspora Entrepreneurship pour le lancement de leur nouvelle cohorte, et ils vont essayer également passer par le funding pour la sélection des projets. Donc, on essaie de ne pas réinventer la roue et de se lier déjà avec des initiatives qui existent et qui fonctionnent plutôt bien, tout à fait. Tout à fait, au lieu de partir nous-mêmes à la recherche de chaque petit projet qui peut vouloir voir le jour. D'accord, très bien, c'est intéressant. Cette inscription, elle est payante ou pas? Ah non, c'est gratuit. Totalement gratuit. C'est complètement gratuit. L'idée pour nous, à la base, c'était juste de voir, dans un premier temps aussi, quels étaient les besoins, dans quel domaine qui ressortaient le plus. C'est-à-dire que, est-ce que dans l'agriculture, on est sur des besoins, sur des montants entre 5 000 et 10 000? Est-ce que du côté des femmes, on a quel nombre, quel stat par rapport aux femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Dans quel domaine elles sont le plus présentes? Est-ce que dans l'éthique, elles sont aussi bien représentées, ainsi de suite? C'est-à-dire qu'au-delà de la réalisation des projets, on voulait voir quels étaient les besoins pour pouvoir ensuite voir avec des institutions compétentes comment elles peuvent nous soutenir sur ces différents points. D'accord. Donc tu as parlé des femmes, ça tombe très bien. On va faire une petite pause avec toi, Alpha. Mais on va revenir, on a encore plein de questions. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, à nous les envoyer. On va les poser à Alpha et on va lui envoyer au pire des cas, s'il a quitté le plateau. Mais allez-y, allez-y, allez-y. On peut financer vos projets. Si vous avez un projet, bien sûr, qui répond aux critères demandés. Et allez-y, allez-y. Alors, les femmes. Oui, les femmes, selon différentes études, sont considérées comme des employés modèles, entre des employés qui travaillent beaucoup mieux que l'autre type d'employés, à savoir les hommes. Oui, c'est eux, les hommes. Alors, Radim n'est pas convaincu et il nous en parle aujourd'hui sur le plateau de Bienvenue chez vous. Radim, on t'écoute. Une femme gagne 450 € de moins par mois par rapport à un homme. Donc, il y a à peu près 35% de différence entre les salaires. Et on voit aussi que la plupart des femmes ont que des CDD et des contrats partiels. Donc, et il faut attendre 170 ans pour qu'une femme gagne le même salaire qu'un homme. Donc, vous voyez ces inégalités-là. Et il paraît aussi qu'une entreprise gérée par une femme
prend moins de risques pour aller pour déposer un bilan par rapport à une entreprise qui est dirigée par un homme. Donc moi, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi, avec toutes ces inégalités-là, aujourd'hui, la femme gagne moins qu'un homme. Ouais, en fait, en gros, la question que poser, c'est prouvé que les femmes travaillent beaucoup mieux qu'un homme, c'est prouvé qu'une entreprise dirigée par une femme est plus performante, mais les salaires sont différents, c'est-à-dire les femmes gagnent moins, Selon vous, elles n'arrivent pas à avoir de CDI. Il est où le problème? Non, mais on vous pose la question à vous, messieurs. Je t'écoute. Je pense qu'en fait, c'est au niveau de la négociation au départ. Parce que les femmes, on a moins confiance en nous quand on va à un entretien d'embauche et du coup, on demande moins au niveau du salaire. Donc toi, tu penses que c'est un problème c'est les femmes à la base qui sont le problème? On n'est pas assez, on n'y va pas assez, on va pas assez loin. T'es sympa, toi, les féministes ne seront pas contents de t'entendre. Peut-être. Complètement. En tout cas, j'ai l'impression que forcément, on ne connaît pas forcément les salaires que gagne un homme à part égale sur le même poste. Et du coup, on va être moins ambitieux, je pense, dans notre prétention salariale. C'est ce que je pense. Baba? Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est de l'injustice en fait. Des croyances. Par exemple, dans un entretien d'embauche, vous verrez carrément des recruteurs demander la vie de famille, la vie maritale. Est-ce que cette personne compte se marier? Et bizarrement, ils vont mettre en avant le fait que la femme, à cause de sa vie maritale, aura moins d'heures de disponibilité en entreprise, je parle des cadres, surtout les cadres supérieurs, qu'un homme. Et ce qui est tout à fait faux pour moi, à diplôme égal, salaire égal, travail égal, salaire égal. Après c'est vrai, ça doit être au niveau de la négociation salariale. Non, je pense qu'il y a un peu pas de complexe d'infériorité, mais je conçois ce que tu dis, à savoir que les femmes demandent moins, que les hommes considèrent un peu inconsciemment qu'elles méritent moins. Ça, je pense que c'est pas faux. Mais dire que c'est à cause du fait que les femmes demandent moins dès le départ, c'est la raison pour laquelle il y a une disparité au niveau salarial, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a quand même une part, c'est-à-dire que par rapport à ce que Baba dit, les hommes considèrent, ils font un calcul sur du long terme, se dire, ok, elle est là aujourd'hui, mais elle a 25 ans, dans 5 ans, elle va avoir un enfant, donc je vais la perdre pendant quelques temps, donc ok, en gros, il fait un pari, il se dit, bon, allez, on va la payer moins cher, cette psy, quoi qu'il en soit. Moi, je fais un mix des deux encore. Oui, mais ça, moi, je trouve ça hyper injuste de penser comme ça, dans le sens où bah oui. on nous paye sur l'instant T, ça veut dire qu'on nous paye clair. sur une performance qu'on a aujourd'hui. Un mois qui est déjà passé. Donc, je trouve ça vraiment injuste de dire, bon, dans 5 ans, elle va avoir des enfants, donc on va moins la payer au début. On est d'accord. Je trouve ça vraiment... Et surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la société, quand même, les hommes s'occupent aussi de plus en plus de leurs enfants. Tout à fait. Donc, ça veut rien dire, je pense, ce calcul bidon, entre guillemets, oui. Obsolète, donc ça... On est d'accord. Alpha? Pour moi, ça appartient plus à... on va dire, un monde passé et c'est amené à changer de plus en plus, puisqu'en soi, si on regarde ne serait-ce que l'accès à des hauts postes des femmes, je crois qu'on regarde, il y avait une étude pas longtemps sur le 440, sur les femmes qui sont à la tête d'entreprise du 440. Il n'y en avait que 2. Oui, il y en a très peu. Très peu. Et c'est lié à tout ce que vous avez déjà soulevé. Avant, les femmes n'étaient même pas prises au sérieux pour des postes dans un lieu. Donc là, les mentalités changent énormément. Il y a une étude de Stanford récemment qui montrait que les entreprises, les startups tenues par des femmes, en pourcentage, avaient plus de chances de réussite que celles tenues par des hommes. Pour des raisons capitalistiques, du coup, il y a de plus en plus de fonds qui sont basés sur... Voilà, ils ont compris. Enfin, vous avez compris. Venez investir sur nous, les femmes. Non, et de plus en plus d'initiatives, même en Afrique de l'Ouest, où des fonds commencent à se fédérer pour financer des entreprises de femmes. Tout simplement, au-delà de la rentabilité, tout simplement parce qu'on a besoin d'avoir une diversité aussi bien parmi les dirigeants que parmi les décideurs, que parmi les chefs d'entreprise. D'accord. Voilà. Alors, autre question que je me suis posée, c'était à savoir pourquoi les hommes parfois ne veulent pas trop embaucher les femmes. On dit que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, c'est des études qui le disent, et aussi qu'elles ont des problèmes à concilier vie, famille et poste à responsabilité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le véritable problème des femmes aujourd'hui en entreprise, surtout concilier vie de famille et poste à responsabilité? Et c'est tout. Non, c'est-à-dire que... la question, même poser la question, je trouve ça pas absurde, mais presque. C'est-à-dire que, non, pourquoi donc ton enfant est malade,
il faut bien que quelqu'un aille le garder, que quelqu'un aille le soigner. Donc finalement, la question ne se pose même pas. Concilier, non, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on va laisser le travail parce que le mari ne va pas le laisser. Donc nous, la femme, on va laisser notre boulot pour un temps. Mais oui. Justement, donc est-ce que tu es d'accord? C'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, les hommes ne veulent pas beaucoup embaucher les femmes. D'où ma question. Non, mais en fait, c'est presque hypocrite. À savoir qu'eux sont mariés, ils ont des enfants. Et si un jour leur enfant tombe malade, ils seront bien contents que leur femme laisse leur boulot pour aller récupérer l'enfant à l'école et le soigner. Mais comment tu peux ne pas accepter ça pour une autre femme et dire à ta femme que c'est normal que ce soit elle qui aille récupérer l'enfant et le garder? En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que toi, pour ton enfant, tu souhaites que sa maman soit là, mais pour les autres personnes, non, je vais pas, c'est pas normal. Tu considères ça pas normal. Donc, je sais pas, moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Est-ce que la femme aussi ne doit pas rester à la maison? Ça, c'est vrai. Je vais laisser Alpha répondre. Alpha, s'il te plaît. J'ose espérer que c'était une blague. Non, mais c'est pas une plaisanterie. Mais encore une fois, c'est pas mal de choses qui sont en train de changer. Ce qui me rassure, c'est de savoir que dans nos générations, en tout cas, les gens savent que c'est plus possible de réfléchir de cette façon-là, de se dire qu'une femme, parce qu'elle va tomber enceinte ou autre, c'est comme j'ai de plus en plus d'amis qui sont cadres et qui me disent je vais déposer des congés paternité ou j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. On va dire des deux côtés de la société à octroyer des rôles aux deux, aussi bien à la femme elle doit faire ceci, cela, aussi bien à l'homme, je sais pas, quand il est petit et qu'il pleure, on lui dit t'es une tapette, tu peux pas montrer tes sentiments devant les gens, ainsi de suite. Ou quand ils sont beaucoup plus âgés au travail et qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants, c'est ta femme qui porte la culotte, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on vit dans un cercle tellement vicieux que la seule façon de l'arrêter, c'est commencer par éduquer dès les petits, aussi bien les petits que même en entreprise, éduquer ses patrons. Manager ses managers en leur faisant comprendre que non, on veut avoir une vie de famille normale. C'est aussi simple que ça. Exactement. Mais Baba, selon toi, est-ce que tu es d'accord que aujourd'hui, quand on dit que les femmes travaillent mieux que les hommes en entreprise, ce sont des statistiques. Oui, mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Toi, tu es en entreprise, est-ce que tu es d'accord? Ce sont des statistiques. Après, d'accord ou pas d'accord, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes, donc les statistiques... Oh, sont faussées. Attends, le fossé n'est pas aussi énorme, arrêtons. Non, mais toi, tu as déjà travaillé avec des femmes, donc... C'est vrai qu'il y a aussi l'histoire de l'accès à l'éducation. Maintenant, les femmes vont de plus en plus au troisième cycle, donc des diplômes qui leur permettent d'accéder à certains postes correspondant à une stabilité, alors que ce n'était pas le cas avant. C'est vrai. Et donc, effectivement, là, le problème se pose beaucoup plus, mais on n'est plus dans l'ancienne société, on va dire, où la femme qui était absente à la maison, c'était considéré comme un divorce potentiel quelques mois après. Maintenant, on n'est plus dans cette... oui, ça a changé, ça a beaucoup changé. On voit beaucoup de femmes africaines maintenant qui entreprennent. Ouais, qui entreprennent. Tignan, tout voilà, à fait. Tignan, créatrice de Black Spoon, qui est un food truck qui fait des plats africains. Et elle a gagné récemment un prix pour l'entrepreneuriat africain. Alors, il paraît aussi que 25% des femmes africaines actives, c'est elles qui créent 65% de la richesse du continent. Ça, c'est des chiffres. Ce sont des chiffres, exactement. Et je pense que c'est un phénomène actuellement qui est en train de prendre de l'ampleur, justement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat de la femme conduit à l'émancipation de la femme africaine? Moi, je pense que la femme africaine a toujours entrepris. Ça, c'est un fait. On est beaucoup plus entrepreneurs que les femmes de l'Occident. En puissance de l'entrepreneuriat, est-ce qu'elle peut conduire à cette émancipation, justement, avec l'accès à... S'il y a beaucoup plus d'accès à l'éducation... Oui, avant, les petites entreprises familiales, enfin les toutes petites entreprises, les TPE, deviennent des PME pour ensuite devenir des grandes sociétés. Aujourd'hui, maintenant, les femmes aspirent à gérer des grosses sociétés, ça c'est clair. Et tant mieux, c'est effectivement l'émancipation de la femme, peu importe, TPE, PME, grande entreprise, mais c'est clair que c'est émancipation, indépendance, autonomie, et ainsi de suite. Et puis, c'est la femme qui éduque le monde, donc on a besoin de se prendre en main. Oui.
Vous êtes d'accord? Moi, je suis 100% d'accord. Je suis 100% pour déjà l'entrepreneuriat féminin, parce que je pense que ça apporte beaucoup à la femme, mais aussi au foyer. Puis on voit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, et c'est financièrement, il vaut mieux quand même que la femme travaille pour justement apporter aussi des revenus complémentaires. Donc je pense que c'est un plus aussi à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Et surtout en Afrique, quand on parle de 65% de la richesse du continent. C'est énorme. C'est énorme, et ça, c'est des chiffres qu'on doit dire beaucoup plus souvent. 65%. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Je tenais à saluer Fatignan, qui, elle, c'est vrai que c'est le premier black de food truck. À force de détermination, elle y a réussi. Et elle a carrément fait le saut de tenter l'aventure de retourner au Sénégal. Elle est retournée au Sénégal. Au Sénégal, et elle entreprend là-bas également. Et donc, c'est pour dire que ça continue, les challenges. Il y a plein d'exemples de femmes comme ça, qui ne se limitent pas à juste à la première. Exactement. Mais qui continuent. Qui voient plus haut. Super. Voilà, donc c'était les 3 vidéos qu'on j'ai choisies aujourd'hui durant notre rubrique. Merci beaucoup. Hein. Merci, c'était sympa. Ça va, c'était très sympa. Les femmes, mais oui, on est là, toujours là. Alpha Nouri est avec nous. Vous êtes dans l'émission. Bienvenue chez vous. J'espère que vous passez un bon moment entre nous. Ça démarre très, très fort. Ça démarre très, très bien. Et Alpha, bah oui, on a encore plein de questions à te poser. Hein. Oui. Alors, on a parlé des femmes. Tu peux nous donner quelques pourcentages, à savoir, il y a plus de projets menés par des hommes ou les femmes sont aussi très actives sur la plateforme? Fatalement, on va dire, on reproduit quand même la vraie vie sur la plateforme, c'est-à-dire on a quand même une majorité d'hommes sur les projets. Cependant, on va dire sur 5 projets, on en a au moins 2 qui viennent de femmes. D'accord. C'est-à-dire que le chiffre est un peu plus haut que ce que nous disent les incubateurs ou ce que nous disent les responsables de certains concours. Et on essaie vraiment d'appuyer sur ça auprès des institutions avec lesquelles on travaille, qui des fois veulent mettre en place des bourses, etc. On leur dit, au lieu de mettre en place des bourses, des concours, etc., il y a des gens qui ont des projets concrets, prêts, avec des plans de financement qui sont tous réalisés le plus carré possible. Pourquoi ne pas directement aller faire de l'abondement et du coup leur permettre d'avoir au moins une partie de leur financement via votre bourse ou via vos solutions. Et c'est notre cheval de bataille pour l'année qui vient. D'accord. Et quels sont les secteurs les plus, pas mis en avant, mais en tout cas les plus représentés sur la plateforme? Il y en a un qui fatalement est prédominant, c'est tout ce qui est agriculture. D'accord, quand même, c'est bien. Il y a une prise de conscience. Exactement, oui. Qui va être lié, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de technologie, que ce soit en termes de cultivation, ainsi de suite. Tout se fait essentiellement sur l'agriculture. Il y a quelques tech, il y a quelques fintech également, mais le gros, on va dire, un des réveils aussi que certaines personnes ont eu, c'est tout simplement qu'on ne peut pas se baser que sur des applis mobiles et des sites internet si on veut pouvoir développer nos pays. C'est vrai. Il y a encore des besoins de base. Tout à fait. Ne sautons pas les étapes. Exactement, c'est comme j'étais retourné au Sénégal il n'y a pas longtemps, à Dakar, on parle de la capitale du Sénégal. Donc comme on peut le voir au Sénégal, où encore ces vacances-ci, il n'y avait pas d'eau courante pour les gens qui habitaient dans la capitale. Et du coup, les gens se rendent compte que c'est pas en construisant juste des apps et des sites internet qui sont quand même un levier de croissance à pas négliger, mais qui n'est pas le premier. Si les gens n'ont pas à boire ou à manger, ils vont pas aller télécharger des apps, ils vont déjà s'occuper de ça dans un premier temps. Donc, on essaie de faire étape par étape les besoins primaires couverts. Une fois que c'est fait, là on peut passer à la seconde étape. D'accord. Et à quelle phase on s'inscrit sur le site internet? À quelle phase? Même à l'idée, c'est-à-dire que j'ai une idée, je souhaite la concrétiser, je peux m'inscrire sur la plateforme? La personne peut s'inscrire, elle ne va pas pouvoir faire une campagne, mais au moins en s'inscrivant, on pourra lui faire un retour sur son projet. Donc ça lui permettra au moins d'avoir des premières informations sur ce qu'il peut faire. Et si jamais nous, on ne peut pas l'aider personnellement, on est en partenariat avec une centaine d'incubateurs. Donc au pire, si elle est au Sénégal, on va pouvoir la rediriger vers le CETIC, vers Jocolab, vers d'autres. Si elle est à Kigali, on va pouvoir la rediriger vers Impact Hub, ainsi de suite. On a des partenariats dans une trentaine de pays africains. Donc l'idée, c'est vraiment que personne ne soit laissé sur le côté. Mais ça, c'est très important, hein, et vraiment, on insiste dessus. C'est-à-dire que même si vous avez une idée, hein, et vous souhaitez la tester, eh bien, allez sur Diama Funding et puis mettez-la et vous allez avoir un retour. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir un retour. C'est très bien, franchement, très bien. Donc, on est d'accord que on est accueilli à tous les stades, notamment ceux qui ont des problèmes de financement, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de financer
donc mon entreprise. Donc je viens chercher des financements aussi bien au niveau budgétaire, du financier, du cash, de l'argent, mais aussi de l'aide plutôt en temps, exactement. Exactement. Alors maintenant, parlons bien. Bon, combien on peut gagner sur la plateforme? Combien on est... Voilà, le financement, c'est à partir de combien? C'est de 5 000 à... Je sais pas, quels sont les montants que vous pouvez allouer? Mais en plus, tu avais complètement raison, parce que quand tu dis de zéro, oui. Des gens peuvent avoir un accompagnement juste sur un business plan ou quelque chose comme ça, qui ne requiert pas de l'argent. Donc ils peuvent faire des campagnes qui n'ont aucun but purement financier, mais plus d'accompagnement. Et sur la partie financière, on est plus sur des montants qui sont compris entre 500 à 30 000 euros. D'accord. Donc ça va dépendre du stade d'avancement, ça va dépendre s'il y a eu un prototypage ou pas, ainsi de suite. C'est vraiment au cas par cas. D'accord, très bien. On a pas mal de leviers pour ceux qui sont à un stade beaucoup plus avancé. C'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des fonds d'investissement qui sont sur des montants qui peuvent aller jusqu'à des millions d'euros. Donc tout dépend du besoin. Tout dépend du besoin. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils souhaitent accompagner des projets, par exemple moi j'ai des compétences dans certains domaines et je souhaiterais mettre à profit ces compétences-là, qu'est-ce que je fais? Qui je contacte? Sur la plateforme, il y a une adresse contact où non seulement directement sur la plateforme la personne peut exprimer son besoin, dire j'ai envie d'accompagner un projet porté par un agriculteur ou porté par un web designer ou autre, ou sinon ils peuvent directement nous écrire sur notre adresse email en disant qu'ils veulent accompagner quelqu'un. Et au-delà de ça, sur les projets même qui sont publiés sur la plateforme, ils peuvent dans la section des commentaires dire qu'ils veulent également aider ce projet en particulier. Donc ils ont toutes les options possibles pour pouvoir le faire. Mais tout ça c'est à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré, on n'a pas une partie de l'entreprise, on n'a pas des actions ou je ne sais quoi. Exactement. Voilà, on souhaite accompagner ça de façon... Tout à fait. C'est du pro bono du côté des entreprises professionnelles et c'est du non lucratif du côté des citoyens. Mais concernant ces projets-là, lors de l'inscription, est-ce que vous traitez tous les projets ou bien vous sélectionnez après l'inscription? Vous sélectionnez des projets ou vous traitez tous les projets? Tous les projets sont traités, c'est-à-dire ils obtiennent tous une réponse par rapport à leur stade d'avancement. Et après, tous les projets ne vont pas en campagne, ne se sont pas acceptés sur le site. C'est ce que je disais. Quand des projets ne sont pas encore assez matures, soit on leur donne des éléments de réponse pour qu'ils puissent s'améliorer, soit on les redirige vers des partenaires, que ce soit des incubateurs ou des particuliers ou des entreprises. Quels sont les pays les plus actifs sur les 30 pays africains, par exemple, là où il y a plus de... On va dire, ça ne va pas être très objectif, puisqu'on a quand même eu un focus assez important sur des pays d'Afrique francophone dans un premier temps. Et du coup, fatalement, on a beaucoup plus de projets qui nous viennent Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, ainsi de suite. Sachant qu'on en a eu d'Égypte, du Kenya, du Rwanda, d'Afrique du Sud, donc on essaie de s'étendre, mais on a vraiment eu un focus Afrique de l'Ouest des premières années. D'accord. Ouais, répondez à toutes vos questions. On a l'impression qu'il y a des membres du jury. Il répond, hein. C'est son projet, il connaît, hein. Attention. Allez, mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette émission a pour objectif de mettre en avant des talents, des profils, des projets et de gens de la diaspora ou d'Afrique. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en lumière Aliou Bouné de l'association Spills. Ils ont été au Mali pour faire un voyage humanitaire. Et voilà ce que ça a donné. Allez, on regarde. Nous avons agi au Mali, situé au Sahel. Les capacités de prise en charge sanitaire du Mali sont déficitaires à plusieurs égards. C'est pourquoi nous sommes intervenus auprès de l'hôpital Gabriel Touré à Bamako. Cette rencontre est le début d'un long partenariat. Mais pas que. Le cœur de notre combat est de mettre à l'abri les enfants orphelins livrés à eux-mêmes, sans repère, dans les zones reculées du monde entier. Votre motivation, c'est votre moteur. Et plus il s'appuiera sur les valeurs nobles, plus il vous donnera la force nécessaire pour ne jamais abandonner. Depuis des années, Spills n'a rien cédé à l'oubli. Toujours ouvert sur le monde et tourné vers les autres, créé pour répondre à cette exigence humaine, votre association vous propose le programme toujours plus riche pour aimer l'humanité. Vous y engagez, partagez, découvrir et participer. Voilà, Aliou Bouné de l'association Spills. Et on a l'impression quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes de la diaspora qui décident
de mettre en place des projets pour aider les gens sur place, hein, que ce soit des voyages humanitaires, que ce soit pour la santé, pour l'éducation. Vous le ressentez vous aussi? Oui, et la plupart, ils découvrent tard Oui, leur c'est vrai. terre d'origine. Donc, forcément, la première fois qu'ils vont là-bas, sur place, ils sont touchés par quelque chose. Et c'est ça qui fait que, justement, qu'ils créent un déclic et qui fait qu'ils ont envie d'aider ces enfants-là parce qu'ils disent, voilà, mes parents viennent d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est ça, en fait. Et je pense que les réseaux sociaux ont amplifié les choses. Avant, il y avait beaucoup de gens qui faisaient beaucoup de choses, hein, mais malheureusement, c'était pas su. C'était pas su, ça restait dans un petit comité. Et alors que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, l'information est véhiculée et ça nous motive tous, hein, de faire des choses parce qu'on peut tous apporter une pierre à l'édifice. On peut l'applaudir encore une fois. Aliou Bouné, n'hésitez pas, l'association Spills, si vous souhaitez la contacter, allez sur internet, on mettra aussi l'information sur notre page Facebook, l'association Spills de Aliou Bouné. Allez, on continue avec toi. Tu sais que dans Bienvenue chez vous, on aime défier nos invités. Alors, moi, j'ai réfléchi. En fait, ce qui me dérange un petit peu, là, quand je te regarde, tu fais un peu premier de la classe. Est-ce que tu peux, ici, sur le plateau de Bienvenue chez vous, nous dévoiler un secret? Quelque chose que tu n'as jamais dévoilé. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, tu as forcément fait quelque chose dont personne n'est au courant. Il faut avouer, s'il te plaît. On a besoin d'audience. Donc là, tu as forcément fait quelque chose. Tes profs te regardent. Donc moi, je pense que tu peux te confesser, quoi. Maîtresse, maître... Mes parents me regardent aussi, c'est ça. Oh, mais tu es grand, là. On a tous fait des bêtises. Hein. Allez, Alpha, allez. On a tous fait des Mais bêtises. ça, cette bêtise-là, je pense, de toute façon, il l'avait su, donc... C'était quoi? On veut savoir. C'était, je pense, je devais être en quatrième. Ça devait être les premières invitations pour des soirées d'anniversaire, des choses comme ça. Et mes parents ont toujours été assez formels sur ça. Ils m'ont dit, tu sors pas de la maison. Après 20h, t'es à la maison, donc c'est pas possible. Ça a commencé à 22h. Bon, j'ai demandé, on m'a dit non. J'ai attendu qu'il dorme. 22h, 22h30. J'ai dit au gardien de pas me dénoncer, j'ai fait le mur, je suis parti, je suis rentré à 3h du matin, quelque chose comme ça. J'ouvre la porte d'entrée, tout était complètement noir, et là je vois la lumière qui s'allume. Et là je vois ma mère, les jambes croisées, café. Bon, vu qu'on est en France, je vais pas dire ce qui s'est passé. Non, chicotage. Ah oui. Franchement, je pense qu'il mérite des applaudissements quand même. Merci Alpha, voilà. Merci. Allez, on continue cette belle émission avec une belle jeune dame. Oui, la transition était trop facile. Et oui, elle est là, elle s'appelle Soussaba et aujourd'hui elle a décidé de nous parler du wax. Son histoire et surtout, son actualité aussi, hein. Voilà, allez, on y va. Allez, on t'écoute. Alors, donc le wax, c'est un tissu en coton qui est imprimé des deux côtés. Et en fait, on l'appelle wax parce qu'il est imprimé avec un système de cire. Et le mot wax, ça vient de l'anglais en fait. Donc c'est la traduction de cire en anglais. Et en fait, le wax aujourd'hui est porté par des millions d'Africains. Et la question c'est d'où vient ce wax? Et en fait, le wax ne vient pas du tout d'Afrique. Il a des origines indonésiennes. Pourquoi indonésienne? Elle est un peu compliquée. En fait, donc c'est à l'époque des colons anglais et hollandais en fait ils ont découvert le système du batik javanais. Et en fait, ils ont recopié justement ce système-là pour en faire du wax. Donc, ils ont utilisé à l'époque des étoffes en coton et ils ont utilisé donc le wax et imprimé ça avec des couleurs vives, etc. Et ça a été très apprécié par les Européens à l'époque. Donc, du coup, ça s'est développé comme ça. Et à cette même époque, en fait, il y avait aussi les soldats ghanéens qui étaient aux côtés des Hollandais. Et à la fin en fait, de leur mission, ils sont rentrés en Afrique avec ces étoffes. D'accord. Ils ont beaucoup apprécié, c'était des étoffes qui étaient considérées comme des étoffes de qualité. Et ils sont rentrés en Afrique avec ces étoffes-là qui ont fait, c'est ce qui a fait qu'en fait, le wax a été connu en Afrique. Ça s'est développé, ça a connu du succès. Et les Hollandais, ils se sont dit, il faut industrialiser ça. Ils ont commencé à industrialiser le wax et l'importer en grosse quantité en Afrique. Voilà. Donc c'est comme ça que le wax est arrivé en Afrique. Et il y a donc des femmes qui ont vu une vraie opportunité
et qui ont commencé justement à commercer le wax en faisant des partenariats avec des fabricants locaux. Et du coup, il y a plein d'entreprises locales qui ont commencé elles aussi à fabriquer du wax, donc au Gabon, au Togo, etc. Et du coup, ils ont aussi mis en place des frontières et ont augmenté les droits de douane sur l'importation du wax hollandais en Afrique. Donc de là, il y a une concurrence qui a été mise en place, ce qui fait que le prix du wax a baissé avec ces nouveaux fabricants. Et donc ces femmes ont continué à commercer et à faire en sorte qu'il y ait plein de femmes des pays limitrophes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qui venaient acheter le wax en grande quantité et le revendre dans leur pays. Et ces femmes-là, donc les Nana Benz, dont vous avez pu entendre parler, je pense, dans les années 70, elles sont devenues très riches en fait grâce à ce commerce du wax. Et elles avaient tendance en fait à rouler en Benz, c'est pour ça qu'on les appelle D'accord. les Nana Benz. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, il y a énormément de concurrents, ce qui fait que l'empire des reines du wax un petit peu, s'est réduit en fait, et ça un petit peu a disparu. Mais en tout cas, à l'époque, elles étaient vraiment, il y a beaucoup de ces femmes qui sont millionnaires, qui sont devenues milliardaires, et c'était quelque chose qui se transmettait en fait de mère en fille. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plein de tendances, on a toujours le wax hollandais qui est très prisé, mais qui coûte très cher. En Afrique, c'est entre 30 et 45 000 francs CFA, alors qu'avec les nouveaux wax qui viennent de Chine et toutes les contrefaçons, on peut trouver du wax à 1 500 francs CFA, 5 000 francs CFA. Donc ça fait quand même une grande différence de prix et une concurrence vraiment très forte vis-à-vis du wax hollandais. Il n'y a plus de production locale en Afrique même? Il y a toujours un petit peu de production locale. Ils ont essayé de mettre ça en place et du coup c'est pour ça que les prix ont baissé par rapport au wax hollandais. Donc il y a quand même des productions locales aujourd'hui. D'accord, donc dire que le wax est un tissu africain? Ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. C'est pas encore le cas parce que avec les Chinois qui arrivent, eux ils ramènent aussi des grosses quantités de wax en Afrique. Et les prix sont encore plus bas, donc les entreprises locales ont du mal à se développer. Ouais. D'accord, donc là ils ont fait vraiment une affaire en or parce que en Afrique, notamment en Afrique centrale, tout le monde s'habille en wax. Oui. Et plus en Afrique maintenant, on s'est approprié. Oui, à la rigueur, mais bon, on fait référence à l'Afrique, on a l'impression que c'est un tissu africain, on se l'est approprié. Mais finalement, on n'y gagne pas grand-chose, on est juste des consommateurs. Tout à fait. Principalement. Aujourd'hui, toutes les tenues traditionnelles africaines sont faites en wax. Et du coup, ce qui fait que on a toujours pensé que le wax était africain. Et pourtant, sur le tissu, on voit bien qu'il y a marqué wax hollandais. Mais les gens n'ont pas forcément fait le lien tout de suite en se disant que le wax venait d'Hollande. Donc c'est en faisant des recherches qu'on a découvert que c'était pas du tout africain. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui, vous, les stylistes, vous prisez le wax? Le wax, il est très prisé actuellement. Oui. En fait, aujourd'hui, effectivement, le wax est très tendance parce qu'en Afrique, effectivement, c'était utilisé de manière un petit peu traditionnelle, mais avec le développement de la mode, je pense, et le côté un petit peu international, en fait, on peut juste porter une partie du wax, on n'est plus obligé de mettre la tenue entière. Donc voilà, on peut juste mettre des accessoires, mettre un pal, porter juste une wax en wax, une jupe en wax, et ça, c'est vraiment les nouvelles tendances actuelles. On le voit avec la robe, c'est pas forcément les tenues traditionnelles qu'on va porter en Afrique, mais ici en Occident, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prisé, qu'on peut porter plus facilement dans la vie de tous les jours. Et donc c'est ça qui en fait... On peut nous rassurer, le Bogola, il n'y a pas d'histoire extérieure. Non, le Bogola, c'est vraiment un tissu qui le Bogolan, effectivement, c'est malien, et en fait, le Bogolan, ça vient... En fait, pourquoi on dit Bogolan, c'est parce que ça vient de la terre. Donc Bogo, ça veut dire... En fait, on dit Boro, en Bambara, et ça veut dire terre, en fait. Donc c'est de là que vient le Bogolan. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas un tissu africain, que ça produit pas spécialement de la richesse sur place. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de consommer local avec nos produits, nos tissus traditionnels? On a du wax, on a du basin. Il y a encore, Je pense que si, il y a l'effet prix. Vu que c'est cher, et c'est un tissu aussi qui est facile à porter. Voilà. Donc, je pense et en termes de quantité, aujourd'hui, ils en produisent des milliers. Donc les prix baissent. Le Bogolan, la manière dont il est fait, ça reste encore très artisanal. Donc on ne pourrait même pas l'utiliser de manière tous les jours en porter. Et puis en plus, comme c'est du vrai coton, à la machine à laver, le Bogolan, tu le mets, c'est terminé. Fini, quoi. Donc le côté pratique prime sur... parce que le wax, effectivement, tu peux le laver, le relaver, c'est un tissu qui tient très bien. Donc le wax a encore un bel avenir en Afrique, tu confirmes? Oui, je pense que le wax a de l'avenir encore. Et même en Occident, est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation, mais une surexposition? Il y a des chaussures en bas. Ça c'est complètement démocratisé. Mais oui, clairement. Mais est-ce qu'on va pas faire une overdose de ce tissu-là finalement? Je pense pas, parce qu'en fait il y a tellement de diversité dans le wax que je pense pas qu'on va faire une overdose. Au début c'était vraiment des couleurs très vives, mais aujourd'hui on voit de plus en plus du wax bicolore par exemple.
noir et blanc ou rouge et blanc. Donc, ce qui fait qu'on fait du wax qui peut se porter beaucoup plus facilement dans les sociétés occidentales. Non. Qui se porte, mais on fait quoi? On fait des nappes, on fait des rideaux de douche, on fait tout avec on fait de la déco, on fait des coussins, on fait on fait tout, on fait tout avec le wax. Comme un autre. Et comme les motifs sont vraiment à l'infini, les entreprises aujourd'hui, on voit avec Visco, ils ont des designers, des gens qui sont là vraiment pour tous les jours penser des nouveaux motifs pour le wax. Donc c'est des motifs qui sont à l'infini. Donc je pense que les gens vont jamais s'en lasser. En tout cas, c'est bien dommage que ce ne soit pas les Africains qui profitent des retombées économiques de ce tissu. C'est bien dommage et que voulez-vous. En tout cas, je porte du wax d'origine indonésienne. Allez, on continue cette belle émission. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, vous, sur le plateau de Bienvenue chez vous? Ça va? Tout le monde a la pêche? Tout le monde est réveillé? Tout le monde est bien? Alpha? Tout est ok, il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut sur Bienvenue chez vous. Il y a à boire, il y a tout. Alors, quelles sont les prochaines étapes de cette plateforme? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, à court terme en tout cas? Dans les prochains mois, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler avec des institutions qui ont des programmes de développement en Afrique et voir comment on peut plugger justement les bourses qu'ils veulent attribuer avec des initiatives qui existent déjà, qui ont été suivies par des incubateurs ou par des professionnels. Dans la plupart des cas, ils ont des budgets qui sont alloués et veulent juste les dépenser. D'accord. Et là... Et des fois, tout ne se fait pas forcément de la meilleure des façons possibles, donc on essaie juste d'apporter un peu plus de rationalité dans un système qui... En gros, capter ces budgets et bien les redistribuer. Exactement. Parce que vous êtes sur le terrain. Exactement. Vous avez des équipes sur place dans les pays? Donc certes, il y a les incubateurs avec qui vous travaillez, mais est-ce qu'il y a des équipes Diama Funding? Il y a des équipes Diama Funding au Sénégal, il y en a à Kigali, et au-delà de ça, j'ai aussi d'autres projets sur lesquels je travaille, plus sur la partie réglementation ou mise en place de loi, un projet qui s'appelle I4Policy, où on est avec certains responsables de hubs d'innovation en Afrique. On a créé une communauté qui regroupe à peu près plus de 500 000 personnes au total sur le continent. Et l'idée, c'est d'aller de pays en pays, discuter aussi bien avec les autorités que les locaux, que les législateurs, pour mettre en place des lois en destination du développement des PME et des startups. Et ça donne naissance à ce qu'on appelle des Startup Acts. Un des premiers pays sur lesquels on avait travaillé était le Rwanda, et en quelques mois, les propositions de loi avaient été adoptées par le Parlement. C'est super. Donc de belles choses qui sont faites, des choses concrètes, et tant mieux. Et en plus, ils vont le ressentir. Jeunes entrepreneurs, vous allez le ressentir sur le terrain, et ça continue. Ce n'est que le début, encore une fois. Je le dis, ce n'est que le début. Donc Diama Funding, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour avoir beaucoup plus d'informations. Si vous avez un projet, ne serait-ce qu'une idée, allez-y, testez, challengez votre idée, allez-y, ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous aider à aller jusqu'au bout de vos rêves. On va dire ça, c'est beau, non? Ah, non, émotion. Allez, on continue cette émission avec Baba Dem. Baba Dem, alors notre coach en développement aujourd'hui, destination le Rwanda. On y va. Le Rwanda et d'ailleurs c'est une belle transition, tu connais bien ce pays. Et donc je vais parler de la positive attitude. C'est une leçon humaine que j'ai reçue là-bas. On va parler du négatif, donc ça va être assez émouvant. Mais pour finir avec ce qu'on appelle Are you happy? Et donc c'est vraiment le Are you happy? Alors, j'étais parti au Rwanda il y a quelques années de cela. J'arrive dans ce pays avec tous les préjugés qui vont avec ce pays. Et il y a une personne que je rencontrais à l'hôtel très souvent, et tous les matins, il me disait « Baba, are you happy ?» Donc, tous les matins, à 5h du matin, j'étais assis, je me suis dit « Oui, I am happy ». Et il me répétait « So am I ». Le lendemain, « Are you happy ?» « Yes, I am, so am I ». So am I, donc je le suis aussi. Je suis, voilà. T'es content, je le suis aussi. Content que, voilà. Jusqu'au jour où on va visiter le Kigali Memorial, qui est le Kigali Memorial Génocide. Et vous allez remarquer qu'au Rwanda, tous les Rwandais ont à peu près la même façon de parler, les mêmes choses, les mêmes histoires sont arrivées. Et vous allez au Kigali Memorial, vous allez voir l'horreur que les médias n'ont jamais racontée lors de ce Kigali Memorial. Alors la personne qui me disait tous les jours Are you happy, c'était l'une des personnes les plus souriantes, les plus dynamiques. C'était cette personne qui était toujours avenante. Et ce jour-là, nous tous, nous étions en pleurs. Et si vous visitez le mémorial Kigali, vous allez comprendre.
Et cette personne était en pleurs ce jour-là. Et je lui pose la question. À toi aussi, tu es en pleurs, effectivement, pourtant tu as l'habitude de visiter ça. Il dit, écoute, je vais te raconter. Moi-même, ça m'a touché. Et pour juste resituer le contexte, en 3 mois, il y a eu 1 million de morts. Au Rwanda. Qu'on a un génocide, un vrai génocide. Et celui-là me dit, écoute, je te raconte mon histoire. Au moment où ça est arrivé, moi, nous, on nous a transportés au village pour être en sécurité. Et à un moment, il jouait au football. Et il entend des bruits de machettes. Donc lui, il fuit. Il fuit. Et il ne sait pas à quel moment il va se réveiller. Mais au moment où il va se réveiller, il va voir des corps un peu partout. Jusqu'à arriver à son village. Et le Rwanda, c'est le pays des 1000 collines. Donc, c'est des collines. Et à un moment, il regarde vers la colline de son village. Et il voit un tas d'amas. Il dit, c'est pas normal. Et quand il monte, il regarde. Et c'était un amas de tous les membres de sa famille décapités. Donc, je ne veux pas aller plus loin par rapport aux détails. Et à ce moment-là, on le regarde et je lui dis, waouh, toi, tu as connu ça. C'est vrai qu'il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. Donc la douleur a dû être atténuée. Cela, il me regarde la première fois de manière livide et il me dit jamais. Il dit au contraire, à chaque fois que je viens ici, j'ai la haine. À chaque fois que j'entends des anniversaires, Noël, j'ai encore de la haine. Mais dans cette histoire, tu n'as que 2 voix. Il y a une voix négative ou une voix positive. Si j'avais emprunté la voix négative, je serais peut-être en train de me venger, je serais peut-être mort, je serais en train de me détruire. Mais ce n'était pas le meilleur moyen de rendre hommage à mes parents. Et moi, j'ai décidé de choisir la voie positive. Et si tu me vois toujours souriant, c'est le sourire. Ceux qui ont connu ma mère savent que c'est le sourire de ma mère, c'est elle qui sourit à travers moi. Quand tu me vois rapide, dynamique, comme vous aimez me le dire, c'est mon père qui est en moi. Et quand vous me dites le beau gosse et tout ça, c'est mon frère qui est en moi. Et si j'ai décidé de te dire à toi, are you happy? Je ne te demande pas juste comment vas-tu. Je te demande, are you happy? Es-tu heureux? Là, tu te poses la question. Et si tu me réponds, yes I am, ça veut dire que tu es positif. Et depuis, j'ai juste décidé de m'entourer que de gens positifs. Toi maintenant qui vas rentrer dans ton pays, qui connaissent notre histoire, sache que si nous avons pu survivre, alors toi, il n'y a aucun obstacle qui doit t'empêcher d'aller atteindre ce que tu as fait. Si nous, on a pu survivre, donc vous, il suffit d'un petit problème et que ça devient des détails de la terre, sache que nous, on a réussi à survivre. Donc à partir de maintenant, soyez juste positifs. La vie ne tient qu'à un fil, mais vivez heureux. Et c'est le message que j'ai reçu de lui et c'est le message que je voulais partager avec vous. Franchement, très très belle histoire. Beaucoup d'émotions. Je pense que c'est une belle leçon de vie. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde actuel où nous sommes, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de négatifs, il y a beaucoup de... Donc voilà, et si franchement tous les Africains ou tout le monde pensait comme ce mec-là, je pense que ce monde aujourd'hui serait meilleur. Bien sûr. Donc, il faut être positif, il faut arrêter cette méchanceté gratuite, il faut mettre de côté les futilités, se concentrer sur les vraies choses et vivre pleinement sa vie avec ses amis, sa famille. Parce qu'on ne sait pas, on est d'accord. Merci encore une fois Baba pour ce beau message et j'espère que vous prenez note, vous chers téléspectateurs qui nous regardez, profitons à 100% parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Alors nous sommes presque au terme de cette émission, on va conclure avec notre invité du jour, il s'appelle Alpha Nouri, il a créé la plateforme Diama Funding, c'est une plateforme innovante, hein, le crowd timing. Alpha, donc déployé dans différents pays d'Afrique, vous essayez aussi de faire changer les lois via différents organismes, différentes institutions, bientôt, en tout cas vous tentez de capter le maximum de capitaux pour pouvoir les redistribuer sur le terrain. Et aujourd'hui, quel est le projet pour lequel vous êtes le plus fier? C'est-à-dire que vous l'avez vu démarrer, la personne est venue poster son idée, son projet, et aujourd'hui vous voyez quelque chose de concret, quoi. C'est lequel des projets qui vous a le plus marqué? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais il y en a forcément un.
il y en a vraiment énormément, mais surtout la chose à retenir, au-delà de ça par rapport à la création, à l'aventure entrepreneuriale, c'est que tout ce qu'on a pu apprendre, on l'a fait au fur et à mesure en faisant d'énormes erreurs. C'est-à-dire qu'à la base, même la partie dans le temps, pro bono et ainsi de suite, on l'avait pas imaginé comme ça. C'est vraiment suite à un projet que je peux citer, qu'on avait mené en Côte d'Ivoire, où en gros c'était un ouvrier agricole qui voulait prendre des jeunes gratuitement, les former pendant 3 mois. Ils payent absolument rien, mais tout ce qu'ils produisent ou tout ce qu'ils récoltent lui revient, et comme ça au bout des 3 mois, ils ont une compétence dans un domaine particulier. Cette personne était à la recherche de 20 000 euros à peu près. Elle les a eus en même pas 3 semaines. Ça avait cartonné. Le lendemain, cette personne est allée se marier. Ah, du coup, avec l'argent. Ok. À partir de là, on s'est rendu compte que même par rapport aux campagnes, il y avait plein de choses à penser. C'est-à-dire que il fallait que ce soit que de l'argent qui soit donné à des professionnels, pas directement aux porteurs de projets, qu'il fallait au moins un minimum de connaissances sur le porteur de projet en lui-même, qu'il ait été redirigé vers un incubateur, que l'incubateur ait au moins une connaissance de cette ainsi de suite. Et tout ça, c'est une parmi les erreurs qu'on a faites et qui, petit à petit, on ne pouvait pas le savoir au tout début, nous ont amené à arriver sur ce modèle-là et à se réaliser. Mais chaque projet qu'on a reçu, ça a été un plaisir de voir des gens qui avaient le courage de leurs idées au final et qui voulaient les voir se matérialiser. Donc, pour ça, pour moi, c'est vraiment difficile de... Bien sûr, d'en citer, hein, mais tu en as quand même cité. Hein. Alors, belle aventure. Alors, nous sommes au terme, encore une fois, de l'émission. Merci beaucoup, Alpha Fleury, d'être venu aujourd'hui sur le plateau de Bienvenue chez vous. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous, chère équipe. Hein. On se retrouve très, très bientôt, ici même, dans votre émission Bienvenue chez vous. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux Bienvenue chez vous, à en parler autour de vous, à venir même sur le plateau, on vous reçoit, il n'y a aucun problème, c'est votre maison, c'est chez vous. Venez nous dire ce que vous pensez, envoyez-nous des vidéos, bref, communiquez avec nous, on est là pour vous, c'est votre émission. Alors je vous dis à très 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 bientôt, gardez la pêche, soyez souriants, vivez pleinement votre vie car on n'a qu'une seule de vie. Allez, à bientôt.